Bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le Talk, votre matin d'information. Après la réussite aux examens d'État, généralement les élèves se trouvent dans l'embarras de choix. Quelle filière choisir? La problématique de l'orientation scolaire au Congo, l'orientation scolaire qui touche les choix des filières et celle-ci vont dessiner par la suite la carrière professionnelle. Nous en parlons ce matin avec nos invités Fernand Badengissa, socio-anthropologue et chargé de cours à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour Madame la journaliste. Voilà. Face à vous, Jean-Bruno Mbungu, vous êtes professeur certifié des lycées. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà. Juste à côté de Fernand Badengissa, Chris Gondounou, vous êtes membre du Conseil consultatif de la jeunesse. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour. Voilà. Mais avant de parler de notre sujet, faisons d'abord un tour au Togo. Les étudiants togolais vont désormais signer un engagement obligatoire de retour au pays après leur formation à l'étranger, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Cet engagement va désormais conditionner l'octroi des bourses. Suivez cet élément. Dans un communiqué, le ministre en charge de l'enseignement supérieur Prof Ouattaba invite les boursiers togolais en formation à l'étranger à signer une fiche d'engagement à revenir servir le pays à la fin de leur formation. Lecture. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche rappelle que les bourses du gouvernement togolais pour études à l'étranger et les bourses de coopération sont accordées aux étudiants togolais dans le souci de renforcer le tissu socio-économique du pays en compétences nécessaires pour son développement. À cet effet, tous les boursiers en formation à l'étranger sont invités à signer une fiche d'engagement à revenir servir le Togo à la fin de leur formation. La fiche est disponible à la direction des bourses et stages, DBS, ou téléchargeable sur le site de la DBS et doit être renseignée puis retournée à l'adresse qui y est indiquée, dans les meilleurs délais. Ladite fiche est nécessaire pour l'effectivité de la bourse de chaque étudiant, Voilà. Alors, Fernand Badengissa, nous avons suivi cet élément. Désormais, au Togo, les étudiants sont en train de signer une fiche de retour obligatoire après leur formation à l'étranger. Est-ce une stratégie du gouvernement pour empêcher la fuite des cerveaux? Alors, c'est une problématique qui s'impose à tous les États. Les États, surtout les États d'Afrique. Vous savez que les études supérieures exigent une formation adéquate dans les différentes filières de formation universitaire et souvent les universités en Afrique ne présentent pas le décor favorable pour ces différentes formations. Et du coup, les étudiants sont obligés d'aller se faire former à l'étranger. Alors, quand ils vont se faire former à l'étranger, souvent ils n'ont pas tendance à revenir à la fin de leur formation parce que ils font la comparaison de la rémunération, surtout, et les conditions de travail. Alors, du coup, il y a fuite des cerveaux. Ces étudiants, après leur formation, ils n'ont plus tendance à revenir dans leur pays d'origine. Et certains États commencent à mettre en place des stratégies pour attirer ces étudiants-là de revenir investir dans le pays après leur formation. Ça veut dire contribuer à la formation des cadres. Parce que on se forme pas pour soi-même. On se forme pour être au service de la République. Donc, il est de bon la loi qu'après avoir suivi une formation, qu'on puisse revenir dans son pays d'origine pour contribuer au développement de son pays. Alors, pour moi, je trouve que c'est une décision que nous pouvons encourager, mais à condition. Je dis bien à condition que le gouvernement crée les conditions favorables pour ce retour dans le pays. Voilà. Alors, Jean-Bruno Mbungu, une réaction par rapport à ce que nous avons suivi. Le gouvernement togolais va mettre cette stratégie afin de contraindre les étudiants boursiers surtout, qui se forment à l'étranger, de revenir avec leurs compétences pour les mettre au service du développement du Togo. Là, son analyse est une analyse pertinente, mais je dirais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que chez nous, en Afrique, nous avons un problème des cadres compétents. Et comme nous avons ce problème de cadres compétents, la plupart du temps, ceux qui partent ne reviennent pas.
Et il y a un ancien premier ministre malien, avant qu'il ne soit premier ministre, il était d'abord universitaire, lui disait, si je ne suis pas utile chez moi, je préfère être utile ailleurs. Ça, c'est dans la problématique du retour dont il a évoqué. Parce que, généralement aussi, les gens peuvent aller se former, mais quand ils arrivent, ils n'ont où travailler. C'est ça aussi le problème. Et à ce moment, les gens se disent, mais je préfère rester là-bas. Mais comme nous sommes dans l'optique où il faudrait que nos nations avancent, alors nous envoyons les apprenants à l'étranger et ils doivent nous signer une fiche, telle qu'on venait de le dire, une fiche qui dit que à la fin de votre formation, vous reviendrez au pays, servir le pays. C'est vrai que l'étudiant au départ signe la fiche. Après, l'exécution de la fiche dépend de la bonne foi. Est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce que le gouvernement va les rapatrier de force? Ça dépend de la bonne foi de l'étudiant, s'il veut rentrer chez lui ou pas. Non, le problème n'est pas celui-là. Je crois que si on leur fait signer une fiche, ça veut dire que c'est avec accompagnement du gouvernement. C'est le gouvernement qui les accompagne. Et tenez-vous tranquille, en 1905. Mais c'est toujours important. Changer de pays, d'aller dans un autre pays. Mais de toute façon, il n'ira pas. Le monde est devenu un petit village. Le monde est devenu un petit village. Partout où il ira, on saura qu'il est allé à tel endroit. Et ça, c'est comme ça. Voyez-vous, le Japon s'est développé comment? En 1905, la première nation qui a gagné une guerre face à une nation européenne, c'est le Japon. Le Japon a envoyé ses apprenants ou ses élèves à l'étranger, en Europe, pour se former. Et à la fin, chacun revenait au pays, revenait enseigner aux autres ce qu'il avait appris, ce qui a fait du Japon une force militaire. Et pendant la guerre de 1905, le Japon a gagné cette guerre, c'est parce que le Japon a su utiliser ses apprenants. Donc, nous aussi, copions, faisons comme ce que les autres font. On envoie, qui se forment, et au retour, qu'ils viennent pour élever nos économies. Voilà. Alors, Chris Gondounou, la force de l'Afrique aujourd'hui, il faut savoir, c'est sa jeunesse. L'Afrique a une population majoritairement jeune, mais cette force-là, lorsqu'ils vont à l'étranger, elle reste. Bon, mais cela s'explique simplement par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs endogènes et puis des facteurs exogènes. Cependant, il faudrait rappeler que cette pratique bienfaitrice est une pratique vieille comme le monde. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une pratique qui est née de la dernière pluie. Nous aurons en souvenir que dans les années post-indépendance, beaucoup d'États d'Afrique, et notamment d'Afrique centrale, envoyaient la jeunesse, sinon les cadres, en formation à l'étranger parce que dans certains secteurs, il y avait un déficit des cadres supérieurs notamment. Donc, et notre pays également a expérimenté ça dans plusieurs secteurs, au niveau de la magistrature, la santé. Bien entendu. Cependant, la problématique d'avoir la sûreté que les uns reviennent ou non, cela ne nous échappe pas que pour un grand nombre des jeunes de l'Afrique, l'Occident est toujours perçu comme l'Eldorado. C'est ce qui explique tantôt. Mais parce qu'ils sont mis dans les conditions, évidemment, quelqu'un qui a été formé, son travail sera valorisé, sera évidemment très bien payé. C'est vrai que le Togo aujourd'hui conditionne ces étudiants-là à revenir, mais c'est l'après-formation aussi. Quelles sont les opportunités que ces étudiants viendront trouver sur place? Les deux facteurs comptent, les deux éléments comptent, mais le plus important, lorsque l'État togolais, pour le cas échéant, a réuni les conditions pour envoyer sa jeunesse en formation. Mais parce que cela est parti d'un constat d'abord. Il y a eu une étude, certainement, ils se sont rendus compte que dans un secteur donné, il y a un déficit, il y a la rareté de cette ressource humaine-là. Voilà pourquoi ils ont pensé envoyer les cadres. Cependant, en droit, on dit ce sont les paroles qui lient les hommes. Donc, si vous avez signé cet engagement en bonne et due forme, mais vous partez, vous revenez. Cependant, si jamais vous ne respectez pas vos engagements, mais l'État, par tous les moyens, aura des moyens de pression pour que vous respectez vos engagements. Mais seulement, cela s'explique aussi. C'est normal lorsqu'on a étudié dans des conditions précaires
et qu'on se retrouve sous d'autres cieux en formation. Mais là, il faut, pour le cas du Togo, il s'agit des meilleurs élèves du bac, hein. Les meilleurs élèves du bac que le Togo va évidemment envoyer à l'étranger. Ben voilà, c'est dans cette optique-là, parce que lorsqu'on envoie les meilleurs, c'est parce que l'État a reconnu leur excellence durant le parcours scolaire ou académique. Donc, quand ils vont en formation, c'est pour revenir apporter une pierre à l'édifice, à la construction du bâtiment de leur pays. Donc, si certains penseront peut-être que rester au pays, alors que c'est l'État qui a investi, en ce moment, je pense que ça sera de l'ingratitude. À l'époque, j'avais pour habitude de répondre à une offense qui disait, une célèbre magazine, si tu meurs sans avoir vu l'Occident, c'est un péché. Je répondais à cette offense, si vous mourrez sans pourtant avoir contribué tant soit peu au développement de l'Afrique, c'est une faute sociale lourde. Mais Fernand Badenguissa, c'est vrai que le Togo, là, en train de vouloir régler les effets, mais il y a les causes qui contraignent aussi ces étudiants-là à rester à l'étranger. Parce que généralement, lorsqu'on envoie les cadres se faire former à l'étranger, lorsqu'ils reviennent, ils sont placés, ils se retrouvent nulle part. Certains sont au chômage, se retrouvent dans des secteurs où ils ne se sont pas fait former du tout. Ok. Alors, madame, je voudrais revenir sur un aspect très important de notre débat. C'est les débouchés après la formation. Vous allez constater que nous, souvent en Afrique, dans nos universités, nous avons des filières de formation qui ont du mal à trouver des débouchés à la fin. C'est pour cela, vous allez constater, on parle souvent des diplômés sans emploi. C'est une terminologie qui ne cadre pas dans le vocable de la formation. Parce que pour aller en formation, surtout dans des écoles de formation, on tient compte des besoins que le pays présente et on fait un concours. Lorsque vous terminez votre concours, ça veut dire que vous devez être utilisé. Or, souvent, à la fin, ces gens-là ne sont pas utilisés. Donc, il y a un paradoxe. C'est la même chose lorsqu'on envoie les étudiants à l'étranger pour aller se former. Quand vous leur demandez de rentrer au pays, mais il faut garantir leur emploi. Il faut que les étudiants, une fois ils vont rentrer, qu'ils soient recrutés à la fonction publique pour exercer tel qu'il se doit par rapport à ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Ouais. Donc, voilà ce que je tenais à dire. C'est pour cela, on ne devait même pas parler d'une contrainte pour rentrer. En principe, ça devait être volontaire. Parce que un étudiant qui a été formé dans un domaine, il sait que dans son pays, il y a des débouchés, il va trouver des opportunités d'emploi, mais il sera très motivé à rentrer. Naturel et non un retour forcé. Forcé, voilà. On ne pouvait même pas parler de force. Naturellement, quand vous savez que chez moi, il y a du travail, je ne verrai personne qui dirait, moi, je n'entre pas chez moi. Parce que, à la fin, quand vous voyez même ceux qui sont en Europe, qu'est-ce qu'ils font? C'est peut-être les petits boulots, mais ils préfèrent encore rester là-bas, faire ces petits boulots, parce qu'ils gagnent quelque chose, que de revenir ici, où ils n'auront rien, qu'ils ont étudié, mais à la fin, ils seront comme un va-nu-pied dans la rue. Or, vous savez, les latins disaient ubi bene, ibi patria. C'est-à-dire, la patrie existe là où l'on se sent mieux. Et donc, c'est là le vrai problème de nos apprenants. Quand ils savent que si je repars au pays, c'est un enfer, alors je ne verrai personne qui donnerait sa tête au diable. Vraiment, ça non. La seule chose, c'est que nous les envoyons, c'est un projet. C'est un projet, ils vont pour combien de temps? Et pendant ce temps, vous vous préparez pour arranger les structures d'accueil pour cela. Pour les accueillir. À ce moment, il n'y aura plus de contraintes de retour. Ces gens-là reviendront comme mon cher. Mais c'est vrai qu'on parle du cas togolais. Ça touche aussi notre sujet principal sur l'orientation scolaire. On parle du cas togolais, il y a aussi le cas congolais. Aujourd'hui, plusieurs étudiants congolais font Campus France. Ils en profitent à travers cette bourse-là d'aller et d'y rester aussi. C'est un moyen de sortie pour eux, de quitter le Congo et de ne plus revenir.
Bon, avant de rebondir sur cette question, je m'interroge et je me sens dans l'obligation d'apporter quelques éclairages objectivement. Je ne vois pas pourquoi on parle de contrainte. C'est un accord de volonté qui est signé entre deux parties. Il y a d'une part l'État togolais, il y a d'autre part des étudiants togolais. Il n'y a pas de contrainte. C'est un accord de volonté. Donc, si l'État togolais a réuni les conditions à ce que sa jeunesse... Chris Gandounou, c'est vrai que vous avez fait droit, mais ça devient une condition d'octroi de la bourse au Togo. Pourquoi il faudrait... Il est facile de jeter les patates chaudes comme ça. Mais il faut se rappeler d'abord sur certaines choses. Qu'est-ce qu'on sait si dans un passé récent de l'histoire du Togo, ils ont connu ce genre de fait? Peut-être que il y a très longtemps ou il y a très peu, ils ont envoyé des étudiants à l'étranger qui ne sont jamais revenus. Et je pense, s'ils ont établi un accord... Ce pourquoi les étudiants ne reviennent pas? J'en viens. À revenir au pays. Je vais chuter sur ça. S'il y a eu un accord, d'où l'obligation, sinon la condition pour obtenir la bourse, est de rentrer au pays, et je pense que l'État congolais, en état sérieux, réunit également les conditions pour garantir l'emploi à ces jeunes-là. Donc, je pense que de part et d'autre, il y a quelque chose à tirer profit. Donc, je ne vois pas ça comme une contrainte, c'est un accord de volonté. L'État togolais a présenté ces cas-là. Il y a une condition, donc il y a contrainte. Hein. Il y a une condition. Je perçois pas ça comme... Non, mais je voudrais répondre quand même. Il y avait une autre question sur l'initiative personnelle des étudiants qui vont à l'étranger. Mais cela est normal. Cela est normal lorsque vous êtes ressortissant d'un pays où tout n'est pas réuni, où pour vivre le plus simplement possible, c'est difficile. Pour joindre les bouts du mois sont difficiles. C'est normal qu'on opte, par exemple, pour Campus France et qu'on veut s'installer à l'étranger. Donc, je peux jamais en vouloir à ces jeunes-là qui pensent rester là où les conditions sont plus favorables, sinon optimales à leur survie. Cependant, s'il y a certains qui pensent qu'après la formation, revenir au pays pour apporter de l'aide, pour apporter son expertise dans la connaissance, dans la construction du pays, c'est une bonne chose. Madame la journaliste, Encore faudra-t-il que ce talent soit utilisé. Tout à fait. Là est toute la question. Là est toute la question. Je voudrais rappeler quelque chose. Au lieu d'imposer, parce que là, le gouvernement togolais est en train de tendre un piège aux étudiants. Parce que si ce gouvernement avait réussi la politique d'emploi des étudiants après leur formation, je crois qu'on ne devait pas faire signer des documents qu'une fois vous terminez votre formation, vous devez rentrer. Non, ça devait se faire de manière volontariste. Le problème, c'est lequel? Il faut garantir 3 conditions. Lorsque vous formez des cadres, 1, il faut garantir l'employabilité de ces cadres après leur formation. 2, il faut améliorer les conditions de travail. Et 3, il faut améliorer aussi le salaire, la rémunération. Voilà ce qui retiennent nos étudiants après leur formation dans les pays où ils vont étudier. C'est ça. Si nous pouvons prendre en ligne de compte ces 3 critères, vous allez voir que tous les étudiants qui sont encore en Occident, en train de faire des petits boulots, vont rentrer dans nos pays respectifs parce que ils trouveront les conditions idéales pour y rester. Voilà, merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Sur ce que vous veniez de dire, hein, la similarité des faits entre ce qui se passe au Togo et ce qui se passe chez nous. Au Togo, c'est le gouvernement togolais. Non, et le problème c'est qu'au Togo, c'est le gouvernement togolais qui impose et qui envoie ses étudiants en formation. Or, chez nous... Il y a Chris Gandounou qui ne veut pas du terme imposé, conditionnel, volontaire, selon lui, mais bon, c'est en la fait, condition. c'est un accord aussi. Ce qui est sûr, c'est un accord. Si tu ne veux pas y aller, tu es libre de ne pas y aller. Donc, mais il y a, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est une certaine imposition. Parce que si ce gouvernement était sûr que ses élèves ou ses apprenants reviendraient, il ne leur ferait pas signer cela. Donc, quelque part, il impose. Il impose pourquoi? Parce que, certainement, il manque des cadres chez eux. Et pour faire que ces gens-là reviennent, ils sont obligés de passer par là. Mais ce qui se passe chez nous, c'est que là-bas, c'est le gouvernement. Or, chez nous, c'est un cas individuel.
Ce sont des individualités, quelqu'un qui a pu obtenir son bac, qui pense que ici, sur place, je ne peux pas faire la formation dont j'ai besoin, il faut que je parte en Europe. Bon, celui-là s'en va de façon volontaire. Maintenant, son retour est conditionné par le patriotisme seulement. C'est le patriotisme. Mais voilà, voilà. Donc, aussi la possibilité d'être utilisé, d'être recruté, c'est ça. Bon, je souhaiterais que nous tâtons les faits. Tout à l'heure, vous soulevez le fait que au Togo, c'est le gouvernement, alors que chez nous, ce sont des individualités. Donc, pour ceux qui ne sont pas boursiers, évidemment, ceux qui ne sont pas boursiers, ceux qui vont à titre personnel ou les parents vont à l'étranger. Non, moi je rebondis sur le fait que au Togo, le gouvernement togolais a envoyé sa jeunesse dans ses étudiants pour la formation. Mais dans notre pays, j'étais encore peut-être très jeune, mais certainement que vous en aurez dans vos souvenirs les plus profonds. Il y a une certaine époque, on avait envoyé des cadres, je crois, pour l'agriculture. Je crois que si c'est pas à Cuba, je pense. Nous avons expérimenté également dans plusieurs secteurs. Le gouvernement a eu, par exemple, dans le domaine de la justice, envoyé des jeunes, des auditeurs de justice se former au Maroc, au Cameroun, au Bénin. Il y a plusieurs secteurs. Cependant, on est tous d'accord et unanimes qu'il faudrait que les conditions d'employabilité soient garanties. Parce que on ne fait pas des études pour venir chômer avec ses diplômes. Sur ce point, on est tous d'accord. Donc, je pense que nous souhaiterons que tous les gouvernements d'Afrique continuent à emboîter ce pas pour que la ressource humaine africaine soit de plus en plus de qualité, pour que la relève soit assurée de la bonne des manières. Merci beaucoup. La problématique de l'orientation scolaire au Congo. Généralement, les étudiants, après la réussite aux examens d'État, ne savent pas que faire, quelle filière choisir, quelle série opter, et ces choix-là vont dessiner par la suite leur carrière professionnelle. Fernand Badenguissa, vous êtes socio-anthropologue, donc vous connaissez très bien ce dont nous sommes en train de évoquer ce matin. C'est un vrai problème, l'orientation scolaire au Congo, parce que tout à l'heure, lorsqu'on a évoqué le Togo, vous avez fait un lien entre la formation et le chômage. Tout à fait. Alors, Madame la journaliste, je suis très ravi de prendre part à ce grand débat, parce que c'est un débat d'actualité, parce qu'au moment où nous tenons cette tribune, il se fait déjà des examens médicaux pour les concours d'entrée dans des écoles instituts de l'université Marien Wapi dans notre pays. Et Denis Sassou Nguesso aussi. Alors, quel est le bien fondé d'une bonne orientation universitaire? Parce que les élèves qui reviennent du lycée après leur bac arrivent à l'université, c'est pour faire maintenant des études supérieures. Mais ces études supérieures se font dans des spécialités. Or, pour opter pour telle ou telle autre spécialité, on doit tenir compte d'abord de ses aptitudes intellectuelles. C'est pour cela, il faut prendre le relevé des notes. Donc, les nouveaux bacheliers doivent prendre le relevé des notes, l'attestation de réussite au bac, et par rapport aux notes obtenues dans chacune des matières au bac, ça peut donner un indice pour savoir que là, j'ai des aptitudes. Là, je n'ai pas des aptitudes. En ce moment-là, je peux être orienté là où j'ai plus des aptitudes intellectuelles. Qu'est-ce que nous voyons en ce moment? Il y a des étudiants qui ont des bacs techniques. Or, vous savez qu'il y a un problème des écoles de formation supérieure dans notre pays, dans le domaine technique et professionnel. En dehors de l'ENSP. N'est-ce pas? Or, vous allez voir, les élèves qui obtiennent les bacs techniques et professionnels proviennent des 12 départements. Ils se retrouvent ici à l'université, il y a seulement l'ENSP. Donc, l'ENSP exige un concours avec un quota. Mais que deviendront ceux qui ne vont pas s'admettre au concours? Du coup, ils seront à la traîne, à la merci des parents. Et du coup, ces enfants-là sont désorientés et on se demande en ce moment quelle est la politique éducative
que nous devons mettre en place par rapport à cette catégorie d'élèves. C'est justement, vous l'avez dit, c'est la question aussi que je vais vous poser. Tout à fait. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les parents orientent les enfants dans les études en tenant compte, 1, des compétences des enfants, 2, de la possibilité d'avoir une issue favorable à l'université. Vous allez voir, les gens qui font les séries scientifiques ont plusieurs possibilités de s'orienter à l'université. Le bac A, et le bac C, le bac D, le bac E. Vous allez constater que ces gens-là peuvent faire tous les concours qui se présentent à l'université. Cependant, les gens qui ont le bac technique, ils n'ont que la possibilité de faire le concours de l'ENSP. Même les bacs agricoles. Il y a seulement l'ENSAF, le concours. Vous voyez? Et après, il n'y a plus rien. Ceux qui ont le bac A, ils n'ont que l'ENS et la faculté des lettres. Et la fac de droit aussi. La fac de droit. Voilà. Donc, les possibilités sont moindres dans certaines séries dans lesquelles les élèves obtiennent les bacs. Par contre, dans les séries scientifiques, les possibilités sont abondantes. Alors, Jean-Bruno Mbongo, finalement, c'est un grand défi pour ces élèves-là. Après leur bac, le plus important comment s'orienter, se retrouver dans la bonne filière, parce que c'est la filière qui va dessiner aussi la carrière professionnelle. Et oui, la filière dessine la carrière professionnelle et ici, l'orientation, c'est vraiment un vrai casse-tête parce que quelle est la gamme des filières que nous avons? Quelle est la gamme des filières? Parce que nous avons peut-être aujourd'hui plus de 30 000 admis au bac et tout ça, mais quelle est la gamme des filières pour qu'on puisse loger ces 30 000 étudiants? C'est un vrai problème. Non seulement pour eux, mais pour les parents et pour l'État. Parce que ces gens-là, s'ils ne trouvent pas satisfaction, là où ils s'orientent, ils finiront par être dans la rue. Et c'est un vrai problème. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on devrait repenser le système éducatif. Et pas seulement les ministères qui regardent la question éducative, comme l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, secondaire et chargé de l'alphabétisation, l'enseignement, mais il y a aussi le ministère du plan. En fait, on devrait prévoir quel est le profil des cadres que nous voulons avoir dans tant d'années. À ce moment, le ministère du plan fait, comment on appelle ça, pour ne pas dire un plan, mais voilà. Et à ce moment, il demande aux autres ministères qui sont chargés de la formation, bon, mais voilà ce que moi je veux, c'est que dans une période donnée, nous voulons avoir tel genre de profil. Et alors, vous allez axer la formation là. Or, tel que ça se fait, on ne connaît pas quel est le profil que le gouvernement veut, quel type que le gouvernement, de cadre que le gouvernement... L'orientation scolaire doit aussi se faire en fonction des besoins futurs du pays. Mais naturellement. Naturellement. L'orientation doit se faire en fonction des besoins. Mais sinon, si vous formez 20 socio-anthropologues comme mon cher ami, mais les 20 n'auront pas la place à la faculté de lettres, oui. À la faculté de lettres. Donc, aujourd'hui, on devrait regarder comment réorienter l'action éducative dans notre pays. C'est ce qu'on devrait faire. Voilà, Chris Gondounou. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux bacheliers font les concours, non pas par vocation ou par assimilation par rapport à leur profession future, mais parce que dans les instituts, par exemple, il y a la bourse qui sera régulière, qui les permettra de vivre. Donc, aujourd'hui, vous avez un bac, par exemple, D, mais vous êtes emmené à tenter plusieurs concours, non pas par vocation. Alors que on oublie souvent... S'il vous plaît, sans pourtant vous arrêter, vous et moi, nous avons fait l'université Marie-Ngouabi, il y a aussi ce que les étudiants appellent le plan B. Oui. Je fais un concours, si ça marche, si ça ne marche pas, je tente plusieurs concours pour avoir plusieurs possibilités en même temps.
Oui. Mais du coup, c'est par incertitude aussi que ces étudiants vont faire plusieurs concours. Ceux qui font plusieurs concours, là encore, ils ont peut-être de la chance d'avoir les moyens financiers de faire plusieurs concours. Mais ceux qui n'ont pas ces moyens-là de faire plusieurs concours, en ce moment-là, ils n'ont pas assez d'options. Voilà pourquoi moi je pense que l'idéal serait d'inciter plusieurs initiatives, que ce soit le gouvernement, les pouvoirs publics, de fixer des cadres d'orientation scolaire. L'université, je crois que les années passées avaient emboîté le pas, des grandes orientations, mais également que la société civile, les associations se font des descentes dans les écoles, dans les quartiers pour orienter ces jeunes-là, parce que nombreux jusqu'à ce jour ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Vous voyez. Et très souvent, parfois, il y a des questions aussi de décrochage qui arrivent. Lorsque vous n'avez pas la détermination et lorsque vous ne savez pas avec pertinence et précision vos aspirations professionnelles, en ce moment-là, vous finirez toujours par buter quelque part. Donc, je pense que pour mettre les bouchées doubles sur l'orientation scolaire, il faut multiplier les initiatives. Cela n'est pas toujours délaissé au pouvoir public. Peut-être qu'ils peuvent rencontrer des difficultés. Certes, que c'est leur prérogative régalienne, mais inciter la société civile, inciter toute individualité qui pense avoir des ressources pour orienter ces jeunes bacheliers-là, et même dans nos niveaux familial. Chacun de nous, je pense... Est-ce que l'orientation scolaire ces campagnes ne devraient-elles pas commencer dès le lycée, l'entrée au lycée, depuis la seconde, l'élève soit préparé à ce que il va faire dans le futur, au lieu d'attendre à 1 mois, par exemple, de la rentrée académique, on commence l'orientation. Ça peut aussi bouleverser les choses, non? Madame Sarah, la difficulté peut être pour nous, le Congo, c'est peut-être du fait qu'il y a des effectifs un peu pléthoriques. Mais sous d'autres cieux, il y a des conseillères à l'orientation scolaire, par exemple, dans des classes intermédiaires, qui font le suivi. Mais puisque chez nous, il y a peut-être cette difficulté-là, voilà pourquoi, à un certain niveau, cela n'est pas toujours réalisable de façon effective. Voilà pourquoi je pense que la meilleure des ressources, c'est que chacun à son niveau, dans nos familles, qu'il y ait des points focaux pour orienter ces jeunes-là vers les débouchés qui peuvent découler. D'où ça emmène à vous poser cette question. Comment se passe généralement l'orientation scolaire? Comment les élèves s'orientent? Puisqu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre. On va revenir à vous tout à l'heure. Bon, c'est une orientation plus ou moins, passez l'expression, sauvage. Chacun à sa manière. Ben, il n'y a pas un cadre formel qui existe en tant que tel pour orienter ces jeunes-là. De bouche à oreille, on apprend parfois telle information, il y a tel concours. Tantôt, ce jeune peut se rabattre auprès d'un ancien. Ah, j'ai fait tel concours, qu'est-ce que je peux faire? Bon, dans tel concours, dans 2-3 ans, vous pouvez vite finir et puis avoir un accès facile, plus ou moins, à l'emploi. Donc, ça se fait plus de bouche à oreille et à travers les points focaux qui existent au niveau des directions des examens et concours, au niveau des universités. Chacun s'informe, s'imprègne, trouve un centre d'encadrement, prépare son concours. S'il est admis, tant mieux. Il poursuit son cursus universitaire. S'il n'est pas admis, c'est là où vous parlez du plan B. En ce moment, il s'oriente vers la faculté, bien qu'encore là-bas aussi, on s'oriente plus sans avoir la certitude d'avoir une qualification qui vous permettra d'accéder plus facilement au monde professionnel. On forme plus dans certaines universités, souvent, des généralistes. Alors que je pense qu'à un certain niveau, il faudrait revoir des programmes. Voilà pourquoi, dans un sous-secteur, il y a des programmes qui sont revus au fur et à mesure. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est l'adéquation entre formation et l'emploi. Si vous êtes orienté dans une piste qui ne vous facilite pas l'accession à l'emploi, en ce moment, vous vous égarez pour toute la vie. Fernand Bademissa, vous voulez réagir? Comment se passe généralement l'orientation? Comment les élèves choisissent leur filière? Puisqu'il n'y a pas un cadre formel, un cadre légal qui les oriente. Bon, à l'époque, je vais vous faire repartir quand même dans le passé. À l'époque, l'orientation se faisait au niveau de la DOB, qui est la direction de l'orientation et des bourses. La DOB fait partie du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce qui se passait au niveau de la DOB? Quand il y avait des admis au bac, l'ADEC envoie les bordereaux des candidats admis au bac dans les différentes séries. C'est la DOB
qui était chargé à faire l'orientation des étudiants dans les différents établissements de l'université. À l'exception des étudiants qui veulent faire des concours. Parce que le concours est à titre individuel. N'est-ce pas? Le concours est à titre individuel. Ce n'est pas la DOB qui orientait les étudiants pour faire les concours. Mais la DOB orientait les étudiants pour aller dans les facultés. Yeah. C'est comme ça. Maintenant, depuis un certain temps, la DOB ne fait plus cette mission. C'est ce que nous constatons. Le commun des mortels. C'est maintenant, cette fonction revient au niveau des établissements. Chaque établissement présente les conditions d'inscription au sein de l'université. Et c'est le candidat, en lisant les conditions, prend la décision de venir déposer le dossier. Et au niveau de chaque établissement de l'université, il y a une commission qui sera chargée d'examiner les différents dossiers déposés par les différents les bacheliers pour présenter la liste définitive des préinscrits. Il y a d'abord la préinscription. La préinscription. Et l'inscription viendra la préinscription, c'est-à-dire les étudiants qui sont sélectionnés. Acceptés voilà, dans la filière. Dans la faculté. C'est ça. Jean-Bruno Mbungu, c'est vrai qu'on parle des concours, les étudiants vont aller faire les concours, mais le concours, il y a un critère, il y a un quota des étudiants qui seront retenus, mais le reste des étudiants, ils vont peut-être aller dans les facultés. Pour celui ou celle qui a la volonté de faire les études supérieures, pourvu de trouver une place, même si c'était pas sa filière de prédilection, pourvu de trouver une place et de continuer les études supérieures. Oui, c'est ce qui se passe. Et là, le jeune frère l'a dit, c'est de façon individuelle. Aujourd'hui, je ne serai pas, je ne veux pas faire des analepses comme mon frère vient de faire. Il nous a replongé dans le passé. Mais je ne ferai pas ces analepses. Mais je dis, aujourd'hui, l'orientation est devenue individuelle. Donc, tu es seul devant ton destin. Alors, si là où tu peux aller, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est tant mieux. Et vous verrez que dans la plupart du temps, il y a comme une certaine transhumance des étudiants. Il y en a qui étaient à la faculté de sciences, qui se retrouvent à la faculté des sciences économiques, qui sont à la faculté en train de faire géographie. Et tout ça, c'est parce que on n'a pas su orienter ces apprenants-là. Il faut savoir que quand ils arrivent à l'université, ils ne connaissent rien de l'université. Mais or, si la DOB... Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin d'être guidés. Mais malheureusement, et vous l'avez dit aussi un peu avant, que l'orientation, on peut faire cette orientation depuis la classe de 3e quand ils ont le BEPC. Aujourd'hui, on voit même à ce niveau-là, une personne qui a le BEPC, mais simplement par suivisme, va aller faire série C, ou va aller faire série A, et pour la plupart du temps, c'est par suivisme qu'ils le font. Et après, vous voyez que ça va se refermer. Et quand ça se referme, ils sont finalement dans la rue. Or, vous voyez que maintenant, nous sommes en train d'aller à une pédagogie par compétence. Ça sera quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Ça sera le qu'est-ce que tu sais faire. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as appris ou tu as quel diplôme, mais qu'est-ce que tu sais faire. Or, il y a bien des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Par exemple, même le secteur du sport est pourvoyeur d'emploi. On pouvait regarder depuis le bas âge quelles sont les facultés des enfants. Et à partir de là, on les oriente dans les secteurs où nous pensons que mon enfant est apte à faire, par exemple, du sport. Et là, le ministère, ou plutôt le ministère du Plan, devrait regarder s'il y a des enfants qui doivent aller dans ce secteur-là, comment on doit les accueillir. Vous avez l'environnement, qui est aussi pourvoyeur d'emploi. On devrait regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement, toute cette transhumance de nos enfants puisse s'arrêter. Donc, la question, c'est une question où il y a à boire et à manger. Voilà. En fait. La désorientation scolaire est aussi la cause du chômage au Congo. Tout à fait. Tout à fait.
Tout à fait. Quand on est désorienté, ça veut dire qu'on ne peut pas arriver au fait de ce que nous attendions. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez, par exemple, grillé 5 ans, 6 ans en première année. Alors, vous faites quoi? Vous ne pouvez plus repartir en première année ailleurs. Vous êtes dans la rue, en train de faire peut-être des petits métiers. Or, si on avait ciblé cela depuis, non. Aujourd'hui, je crois que ce serait bien. La désorientation a des causes tripartites. Il y a des causes qui émanent des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, par exemple, n'ont pas su mettre dans les délais raisonnables un cadre formel pour orienter les jeunes. Il y a également les causes qui proviennent des parents irresponsables. Vous avez par exemple des parents qui sont fermes. Retirez le terme irresponsable. Bon. S'il vous plaît. Départ. Peut-être une autre interprétation, mais j'en passe. Peut-être des parents qui ne sont pas assez organisés, si le mot convient. Pourquoi? Parce que bon, les mots ont leur sens, hein, s'ils existent dans les dictionnaires, ça pourrait être utilisé. Mais si ces parents qui manquent d'organisation, vous avez par exemple des parents qui n'assument pas leurs responsabilités. Vous avez un enfant, mais vous n'investissez pas assez pour l'orienter dans ses choix. Vous avez également des parents qui sont fermes. Il est par exemple docteur, il est par exemple cadre militaire, cadre au niveau de la justice. Il veut à tout prix, à toutes les fins, que son enfant également suive ses pas. Alors que, dans le fond, l'enfant n'a peut-être pas ces mêmes aptitudes-là. Voilà pourquoi il faut orienter l'enfant vers les aptitudes. S'il a des compétences dans le domaine du sport, ben, orientez-lui dans le domaine du sport. Mais aujourd'hui, parfois, ça paraît comme une injure ou une insulte. Mais si vous orientez... Les inquiétudes des parents aussi, c'est vrai qu'on va orienter l'enfant. Mais est-ce que, à la fin de la formation, l'enfant va trouver l'emploi? Est-ce que il sera bien payé? C'est justement les parents aussi, avec ce sentiment de protection, protègent les enfants dans les choix aussi des filières. C'est vrai, mais après, il faut pas être hyper protecteur. Je pense qu'il faut établir le dialogue. La communication entre pères ou sinon parents avec enfants doit être permanente, cette communication-là. S'il n'y a pas de dialogue, vous n'aurez pas à recueillir les craintes de l'enfant, sinon les aptitudes, puisque l'enfant peut-être a des aptitudes pour devenir X personnalité dans X domaine, mais vous tenez à tout prix de l'orienter selon les aptitudes intellectuelles. Tout le monde n'est pas appelé à être intellectuel. Il y a ceux qui ont des aptitudes dans le domaine technique. Ils savaient manipuler l'outil informatique, ils savaient manipuler bien d'autres, la mécanique. Mais aujourd'hui, parfois, je sais pas si c'est la culture occidentale, mais on s'enferme toujours dans des schémas classiques. Je suis docteur en droit, je suis docteur dans le domaine de la santé, je suis professeur, je ne sais avec quelle expertise, et je veux à tout prix, peut-être du point de vue de la renommée, de la réputation de ce parent-là. Or, il faut laisser le choix libre aux enfants, tout en les présentant les inconvénients et les avantages de leur orientation. Après, la réalité est évidente, c'est que si parfois l'enfant veut opter pour un choix qui présente des risques de chômage plus tard, en ce moment-là, le parent est la personne la mieux placée en termes d'expérience et de vécu pour orienter son enfant avec des choix et des arguments. Mais le dialogue doit primer entre parents et enfants. Ferdinand va dire. Allez-y. C'est vrai. Il y a un adage qui dit « Si jeunesse savait, vieillesse pouvait ». Souvent, les jeunes ont la fougue, ont le dynamisme, mais ils confondent souvent vitesse et précipitation. C'est pour cela, pour l'orientation scolaire ou universitaire, il faut qu'il y ait l'expertise des aînés. Parce qu'ils sont passés là avant vous, ils sont mieux placés pour vous conseiller, pour vous orienter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des étudiants, quand ils ont eu le bac, ils arrivent à l'université, qui font des orientations par mimétisme, par le suivisme des amis. Parce que il demande à un ami. La majorité de ma classe a choisi telle filière. Moi aussi, je vais suivre mes amis parce que nous revenons du même lycée. Oui. Mais la finalité, c'est quoi? Celui qui a fait le mimétisme, qui a fait le suivisme pour faire le choix d'une faculté à l'université, mais cet étudiant aura des sérieuses difficultés parce que son choix n'est pas adapté par rapport à ses aptitudes intellectuelles. Et du coup, c'est là où vous allez voir, il y a des étudiants qui triplent la première année.
Certains sont même renvoyés dès la première année. Et ça fait une honte, parce qu'à notre époque, on disait, un étudiant est un ambassadeur de sa famille à l'université. Et lorsque vous êtes exclu de l'université en première année, vous faites la honte à toute votre famille. Donc c'est pour cela qu'il faut bien orienter les étudiants. Vous faites bien d'évoquer cette question. Vous êtes chargé de cours à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Il n'y a pas que les étudiants qui se désorientent ou encore qui choisissent les filières par suivisme. Il y a aussi les établissements qui désorientent. Lorsqu'un enfant vient, demande une inscription dans telle filière, qu'il n'y a pas de place, on peut bel et bien le désorienter aussi. Je peux apporter des éléments de réponse par rapport à cette inquiétude. Bon, vous savez, la faculté des lettres, arts et sciences humaines, c'est une faculté qui reçoit des étudiants de toutes les séries. C'est-à-dire série A, série C, série D. Vous voyez? Et du coup, il se pose un problème des structures d'accueil. La capacité d'accueillir tous ces étudiants-là se pose. Ça veut dire quoi? Il y a des quotas que l'université peut dire, bon, cette année, en première année, dans telle filière ou dans tel parcours, voilà le quota. Mais parfois, les demandeurs sont plus nombreux que le quota qui est disponible. C'est pour cela, les responsables de la faculté sont obligés d'orienter des étudiants de les orienter par rapport à la disponibilité de place. Mais c'est pas ce qu'il avait choisi au départ. Mais oui, mais imaginez si tous les étudiants. Parle de la désorientation. Oui. Non, je vais vous donner un cas de figure. Allez-y. Imaginez tous les étudiants qui sont admis au bac provenant d'un lycée quelconque, par mimétisme choisissent d'aller faire soit langue vivante étrangère, LVE, ou STC, ou géographie. Alors, si seulement nous avons 50 places en première année là-bas, et ils sont 500, vous voyez, donc il y a 450 étudiants de plus. Mais par contre, dans d'autres parcours, il y a des places disponibles. C'est là où la direction de la faculté peut décider d'orienter c'est un débat. Vous parlez de désorientation. Non, je dis non. Parce que c'est une orientation peut-être qui ne cadre pas par rapport à la volonté du choix de l'étudiant. Mais c'est par rapport à la disponibilité des places sur le terrain. En tout cas, la synthèse serait la réorientation. Bon, évidemment, mais étant donné que parfois le nombre de places, comme il était en train de dire, ne suffit pas. Et il y a la DOB, comme il le disait, n'existe plus. Parce qu'à l'époque, quand la DOB existait, c'est la DOB qui orientait. Mais aujourd'hui, comme elle n'existe plus, c'est l'élève ou l'apprenant lui-même ou l'étudiant qui s'oriente. Mais quand vous arrivez, il y a eu une difficulté de place. Mais c'est à ce moment-là qu'intervient les services de scolarité dans chaque faculté. Ils disent, bon, nous allons regarder, par exemple, en LVE. Ils sont combien qui ont demandé? Ils regardent. À ce moment, commence aussi quand même un travail scientifique. Celui-ci veut venir en LVE, faire langue vivante étrangère. Quelles sont ses capacités? Et quand on voit qu'il n'a pas de capacités, alors c'est inutile de le garder là. On regarde. Il a eu plus de moyenne où? Par exemple, en français. Bien, on t'envoie faire, par exemple, LCA, LLF, que sais-je. Mais si cela ne cadre pas avec la vision de départ de l'étudiant. On tient compte de ta compétence. On tient compte de ta compétence. Parce que dans le relevé des notes, il y a les matières qui sont là et les notes obtenues par l'étudiant qui a eu le bac. Voilà. Donc, imaginez si vous avez eu 17 en français. Vous avez eu 5 en anglais. On va vous orienter à aller faire anglais à l'université. Là où vous avez eu 5. Madame Sarah, vous savez, sur cette question-là, en principe, c'est ça. L'orientation par
par rapport à la performance scolaire, donc des résultats. Si vous avez 17 en français, on vous oriente. Mais après, il arrive... Mais ça peut créer aussi de la frustration au niveau de l'élève de dire que ce n'est pas ce que j'avais choisi au départ. Pourquoi on m'a envoyé faire cette filière-là? D'où les campagnes de sensibilisation. Les étudiants s'imposent avant les inscriptions. Il arrive également très souvent que les élèves, sinon les étudiants, se désorientent eux-mêmes. Pourquoi? Pendant les évaluations, par exemple, somatiques, vous avez eu à tricher. Donc, vous avez obtenu une bonne note, 17 ou 18. Mais arrivé à l'orientation, si on vous oriente vers la discipline où vous avez cartonné, alors qu'en réalité, vous avez triché. En ce moment, vous vous désorientez vous-même parce que vous n'avez pas les performances scolaires positives pour vous permettre d'exceller dans ce domaine-là. Voilà pourquoi au départ, je parlais des causes qui sont tripartites. Il y a celle des pouvoirs publics, celle des parents et celle des étudiants et des élèves eux-mêmes. Je croyais tout à l'heure que mon cher doyen devrait apporter vraiment une antithèse, alors qu'il a vraiment convergé vers moi. Parce non. On s'accordait en fait. Non. En principe, l'antithèse, c'était à quel niveau? Parce que vous avez développé les causes tripartites. Oui. Mais j'ai développé les causes de la mauvaise orientation. Donc, j'ai ciblé un point, bon, mais qui ne cadre pas avec les causes tripartites. Oui. La mauvaise orientation, c'est l'acteur qui s'oriente, qui est responsable de la mauvaise orientation. En ce moment-là, c'est un dépassement, ce n'est pas une antithèse. Ok. Bon, mais en réalité, j'interviens, surtout quand vous avez parlé des parents irresponsables ou pas organisés. Moins organisés. Alors, le mot a été retiré. Oui. Alors, je ne parlerai peut-être pas des parents moins organisés. Ça, je ne suis pas sûr. Parce que vous avez évoqué la question des moyens de parents. Mais, voyez-vous, tout le monde n'a pas les mêmes moyens aussi pour le faire. Est-ce que pour faire le suivi, ça demande aussi des moyens financiers? Tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour le faire. Et un parent moins organisé, ça a voulu dire quoi par là? Voyez-vous, il y a des parents, nous par exemple, nos parents à nous, moi mon père, n'a jamais été à l'école. Voilà. Il n'a jamais été à l'école. Est-ce que c'est pour autant, je dirais, que mon père était quelqu'un de moins organisé? Ça, je ne pense pas. Je pense aussi une chose, c'est que quand on arrive à l'université, on a acquis quand même une certaine maturité. On a quand même aussi grandi. Et nous savons qu'est-ce que nous voulons dans ce que nous faisons. Donc, à ce moment, je dirais, l'étudiant lui-même a une grande part de responsabilité. Les parents n'ont pas de responsabilité. J'arrive. L'étudiant a une grande part de responsabilité. Maintenant, si nous avons des parents possessifs, par exemple, qui voudraient que les enfants excellent, soient comme eux, c'est là tout le tort. C'est là tout le tort parce que ton enfant n'est pas toi. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure vous l'avez évoqué que il y a des parents docteurs qui voudraient que les enfants soient docteurs comme eux, mais les enfants n'ont pas ces capacités-là. Alors, je ne voudrais pas que vous parliez des parents irresponsables, mais moins organisés, oui, moins organisés, mais je veux simplement dire que, certes, les parents qu'on peut dire qui ne sont pas moins organisés. En fait, ce sont ces parents-là qui sont possessifs, qui pensent que l'enfant doit être comme lui. À ce moment, ça, je pense, mais il n'est pas moins organisé, mais là, il est trop protecteur et c'est ce qui n'est pas bon. Maintenant, l'élève, l'étudiant en tant que tel, toi-même, l'université, c'est l'univers des choses. L'université, c'est l'univers des choses et tu as le droit de faire un choix. Si ton choix n'a pas porté, à ce moment, on peut te réorienter, comme disait Madame la journaliste. Très rapidement, pour réussir, je pense, une orientation scolaire, il faut de la rigueur. Lorsque je parle de l'absence d'une bonne organisation de certains parents, je fais allusion au manque de suivi. Parce que s'il n'y a pas de suivi, votre enfant est inscrit dans une faculté ou dans une école, mais vous n'êtes pas même à mesure de contrôler ses heures de cours, ses jours de cours, le suivi, s'il a été admis. Vous savez par exemple très bien à l'université, les enfants seuls savent
les résultats des évaluations. Vous passez au rattrapage, les parents ne sont pas informés. Vous reprenez l'année, les parents ne sont pas informés. Et le parent découvre plus tard, mon enfant, ça fait 3 ans, 4 ans, il est toujours en première année ou en deuxième année. Mais par manque de suivi. Donc c'est sous l'angle de l'absence ou de l'insuffisance du suivi que je parle des parents moins organisés. Parce que cela emmène très souvent au décrochage scolaire ou à la désorientation scolaire. Mais vous savez, mon cher, l'âge de la majorité chez nous, c'est 18 ans. Oui. Et logiquement, chez nous, un élève qui a le bac ou un étudiant, c'est autour de 18 ans. 17, 18 ans, 19 ans. À ce moment, il est responsable. Voyez-vous que le parent puisse toujours faire le gendarme derrière un enfant qui a plus de 20 ans? À quel moment cette personne apprendra à se prendre en charge? Mais c'est votre enfant, il est sous votre tutelle. Je n'en disconviens pas, mais l'enfant doit aussi apprendre à voler de ses propres ailes. Comme on dit, l'élève ne porte pas, l'enseignant ne porte pas l'élève sur ses épaules, mais lui apprend à marcher. Et c'est ce que le parent a fait. Il l'a accompagné jusqu'à avoir le bac. Après, essaie d'avancer, parce que je ne serai toujours pas là. Madame Sarah, Oui. je comprends l'inquiétude de notre co-débatteur, Chris Gondounou. Gondounou, qui parle du suivi. Mais je vais lui rappeler un fait. Selon les statistiques, la majorité des étudiants à l'université provient de l'intérieur du pays. Ça veut dire, leurs parents se trouvent au niveau de l'intérieur du pays. Lui qui parle du suivi. Donc, le parent qui fait les champs au village doit venir à Brazzaville, qui est d'abord sous-informé de la réalité universitaire, va venir à Brazzaville pour faire le suivi de son enfant. Je ne le pense pas. Soyons réalistes. Le problème qui se pose, c'est quoi? Un étudiant issu des parents paysans qui arrive à Brazzaville, la première des choses qu'il doit se dire, il devient l'ambassadeur de sa famille. Il doit briser le mythe de la pérennisation du statut de paysan de sa famille. Donc, il est venu pour changer le statut de la famille. Du coup, quand il arrive à l'université, il a un seul objectif, c'est réussir. À notre époque, c'était une compétition qu'on faisait. Lorsqu'on affichait les notes, on cherchait à savoir quel est on appelait ça palin. Quel est le palin qui a eu la meilleure note parmi tous les palins qui se trouvent dans le département? Et on cherchait le lycée d'origine de ce palin. On dit que voilà le lycée qui a eu le flambeau. Donc, du coup, le suivi, pour moi, est d'abord personnel. C'est l'étudiant lui-même, il doit faire la prise de conscience de sa condition d'étudiant. C'est l'engagement et la discipline personnelle et aussi les amis qui vont être avec lui, l'entourage. Voilà, on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui, rapidement. Bon, il y a une chose que je comprends pas. En fait, nous disons tous la même chose. Mais à l'exception, c'est que mes co-débatteurs et mes très chers doyens, j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent pas reconnaître la responsabilité des parents. Ils ont formé la Ligue des doyens. Voilà. Je suis également parent, mais dans cette question de l'orientation scolaire, je pense, et je pèse mes mots, que la responsabilité est tripartite. Il y a les pouvoirs publics, il y a les parents, et il y a l'élève ou l'étudiant lui-même. Mais là, vous parlez de l'élève, évidemment, l'élève responsable qui sait ce qu'il veut dans la vie. Oui, mais c'est sur le point des parents, on s'accorde pas avec mes deux co-débatteurs. Vous n'êtes pas sur ce plateau pour vous accorder. D'accord. Voilà, merci. C'est tout ce que vous avez... Non, mais en conclusion, puisque nous sommes à la fin, je pense, c'est ça. Oui. Et je pense que l'orientation scolaire a ses avantages, ses mérites et ses faiblesses également. Et suite à l'insuffisance peut-être des actions qui sont menées. Est-ce qu'elle existe d'abord? La question, est-ce qu'elle existe au Congo? Je ne peux pas certifier si j'ai pas l'information à la source. Mais je pense qu'il existe des structures. Il existe des structures peut-être qui ne font pas assez, qui ne jouent pas assez ce rôle-là. Donc je pense qu'il faut inciter toute personne de bonne volonté, que ce soit des associations de personnes morales, publiques ou privées, à multiplier la sensibilisation, les séminaires d'orientation, que chacun de nous dans sa famille
soit un point focal pour orienter nos jeunes. Voilà, merci beaucoup. On va terminer avec vous, Jean-Bruno Mbongo. Merci. Moi, je crois que pour que nous puissions réussir une bonne orientation scolaire chez nous, il faudrait qu'on ait un large éventail des filières. Que ce soit des filières techniques ou des filières de l'enseignement général. Quand nous avons un large éventail, à ce moment, ceux qui sortent du lycée technique ou des lycées techniques ne diront plus où est-ce que je vais aller. Parce que au moins, il sait qu'est-ce qu'il a étudié et comment il peut s'orienter. Et c'est en fait la meilleure chose. Donc, que l'État s'efforce un peu de... Merci à vous. Surtout à nous créer une université technique. Fernand Badenguissa, socio-anthropologue et chargé de cours à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Chris Gondounou, membre du conseil consultatif de la jeunesse. Merci à vous trois d'avoir pris part à ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro du Talk. Au revoir.